Entre McLaren qui décide de faire de la concurrence à Ferrari en termes de stratégie, Mercedes qui commence à avoir une petite guerre en interne qui se dessine et Lewis qui s'appelle aujourd'hui Luigi d'après Fred. Bienvenue dans cet épisode de Parlons peu, Parlons F1, votre podcast Formule 1 qui reviendra aujourd'hui sur le Grand Prix du Canada après après une pause de 3 semaines qu'on a eu depuis le Grand Prix de Miami. Bon, les 3 semaines étaient prévues de base dans le calendrier, donc ça n'y a pas forcément de différence par rapport à Miami, là où il y avait quand même une petite différence en termes de durée, parce que les 5 semaines, normalement, n'étaient pas prévues suite à l'annulation de Bahreïn de Jeddah. Beaucoup de choses à dire, en même temps, pas tellement, parce que, comment dire, je trouve qu'on n'a pas forcément appris grand-chose sur le circuit, parce qu'il y a eu plein de circonstances qui ont fait que, peut-être en termes de hiérarchie, etc., c'est encore un petit peu flou, surtout parce qu'il y a eu beaucoup d'upgrades qui ont été ramenés. Donc je vais essayer cette fois de vous parler un peu plus des 2 courses au fur et à mesure et vous dire un peu sur certaines choses que j'ai à dire sur certains points. Parce que, je sais que beaucoup s'en sont plaints sur, Twitter, c'est que la réalisation de la Formule 1, elle est déjà pas connue pour être terrible, mais ce week-end, c'est simple, le 3/4 des dépassements, on les a pas vus. C'était catastrophique. Donc c'est pour ça, en fait, de base, je vous ai préparé un plan pour revenir point par point sur certaines choses, mais en fait, le problème, c'est que je me suis rendu compte que le 3/4, je n'ai pas d'image à vous mettre, parce qu'en fait, pendant le Grand Prix, on a pratiquement rien vu. Donc, pour ceux qui regardent des débriefs sur le foot, notamment les vidéos de Willou, qui un très bon contenu, je me suis un peu inspiré de sa façon de faire, c'est-à-dire vous me voyez, pour ceux qui ont la vidéo du coup, qui sont pas sur le podcast, en haut à droite de votre écran, heu, j'ai préparé un diaporama avec plein de screenshots de la sprint et du Grand Prix au global. Et on va faire du react un peu comme ça pour revenir sur la course. D'abord, quand même, pour revenir sur ce week-end, il y a quand même un point important, c'est ça. Beaucoup d'upgrades du coup qu'on a eu pour ce week-end. C'était prévu de toute façon, on le savait, Mercedes l'avait annoncé à Miami qui a apporté un gros package du côté de Montréal. On nous avait aussi parlé pour As qu'ils allaient en ramener, McLaren avait aussi parlé du fait qu'ils allaient ramener des choses. Le reste, c'était un peu stand-by, on n'avait pas trop d'informations, et bah attendez, je vais juste bouger un petit peu l'image, c'est que, hop, pour ceux qui ont la vidéo, il y a une équipe qu'on voit pas, on en parlera d'ailleurs un petit peu. Là au niveau des upgrades, Mercedes qui a enfin ramené son gros package, parce que la question du coup c'était après Miami, avec notamment McLaren qui a ramené son gros package, Red Bull qui a ramené beaucoup d'évolutions avec l'aileron Macarena encore une fois, et aussi Ferrari qui a ramené son aileron Macarena et plein d'upgrades, voir si Mercedes peut rester en tête dans la hiérarchie en ramenant leurs upgrades, parce que on a souvent parlé sur le podcast, souvent Mercedes en termes d'amélioration depuis 2022, avant ça allait, mais les améliorations depuis 2022, depuis bah, du coup toute la réglementation est faite seule, c'était catastrophique. Chaque upgrade qui ramenait, ça rendait la voiture encore pire, je n'ai jamais compris. L'année dernière, peut-être pour ceux qui s'en souviennent, à Imola, il ramène une suspension, la suspension n'a jamais fonctionné, c'était catastrophique. Donc là, Mercedes qui amène 8 upgrades quand même, qui est assez conséquent. Beaucoup de travail sur l'arrière surtout, pour la façon de rediriger les flux, pareil sur les côtés de la voiture, au niveau du fond plat, on va dire, entre guillemets. Plein de travail qui a été fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça rappelle beaucoup ce qu'ils ont fait à l'époque avec la W11. Et c'est assez surprenant de voir ça. Donc ouais, gros package chez Mercedes, après avoir est-ce qu'il a fonctionné pendant ce week-end de Grand Prix, ça on en reparle juste après. McLaren pareil, qui ramène beaucoup d'upgrades encore une fois, et McLaren de toute façon c'est simple, dès qu'ils ramènent des upgrades, ça se loupe jamais, je vous ai déjà parlé en 2023, les upgrades qu'ils ramènent, après ils roulent sur la concurrence, pareil en 2024, pareil en 2025 en fait, parce que la voiture ils ont réussi à l'upgrade toute la saison, même si bon, c'est pas une année commune, on va dire 2025, parce que durant 2025, ils ont arrêté le développement de la voiture assez tôt pour faire 2026. Là encore des upgrades qui ont été ramenés. As qui ramène enfin son gros package. Ocon en parlait beaucoup du coup du côté de Miami qui attendait fortement ces upgrades, et on verra que le week-end a été encore une fois compliqué pour Ocon, et on fera un point sur Ocon, je pense peut-être plus à la fin pour parler un peu de ce qui s'est passé. Je pense que vous avez vu sur les réseaux, c'est quand même un peu grave entre guillemets ce qui s'est passé, enfin les rumeurs à quel point ça peut prendre de l'ampleur, c'est aberrant. Red Bull aussi, qui du coup avec quelques upgrades en plus de leur voiture. Ils en avaient parlé du coup, si je me souviens bien, à Miami. On n'a pas forcément d'infos si ça arrivait pour ce week-end au Canada. Et après, il reste Audi, Racing Bulls, Williams,
Williams, pardon, Alpine et Cadillac qui ont mis des upgrades. Et vous remarquez qu'il y a 2 écuries qui ont ramené Ferrari et Aston Martin. Ferrari, pas d'upgrade prévu ce week-end. Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui arrivent? Pour l'instant, on ne sait pas. On sait surtout que Ferrari attend un truc pour les upgrades, c'est la DUO. Pour rappel, du coup, la DUO, qu'est-ce que c'est? C'est ce système, on peut dire ça comme ça, que la FIA met en place. Avec cette nouvelle réglementation moteur, on sait qu'il y a quand même une hiérarchie au niveau des moteurs, on sait que Mercedes est le meilleur, que Honda est le pire, et entre ces 2 moteurs, il y a des moteurs qui existent, le moteur Ferrari, le moteur Audi, le moteur Ford, et c'est tout, 5 motoristes, c'est ça. La DUO en fait est fait pour qu'on va faire des tests sur le banc de tous les moteurs qu'il y a. On va avoir une grille de données en termes de puissance, et à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait? On établit un ordre, et en gros, les moteurs, enfin il y aura un moteur référence qui sera plus puissant. Les moteurs qui ont plus de 2% de différence de puissance avec le meilleur auront le droit à un budget alloué qui sera un peu plus important, et à une upgrade cette année et une l'année prochaine. Ceux de plus de 4%, ça sera pareil, plus de budget, 2 upgrades cette année, 2 l'année prochaine, etc., etc. Enfin, c'est exponentiel. Donc Ferrari compte beaucoup là-dessus. On sait par exemple qu'ils attendent de savoir s'ils y ont le droit, et s'ils ont le droit à la DUO. Normalement, de ce qui se dit, c'est qu'il y aurait des upgrades moteurs qui arriveraient aux alentours du Grand Prix d'Autriche. Donc, si je ne me trompe pas, c'est fin juin, début juillet. Donc à voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'il y a encore des upgrades aérodynamiques sur la voiture? On verra. D'ici là, d'ailleurs la DUO, normalement, j'enregistre l'épisode, on est lundi. Lundi 25, on sait normalement que la DUO, on aura les résultats au cours de la semaine. Donc on aura vite les infos pour savoir si Ferrari en bénéficie ou pas. Je suppose qu'ils vont quand même en bénéficier. Je serais un petit peu surpris si Ferrari n'a pas le droit à l'aide du haut. Je pense qu'il devrait être 2% et quelques, et qu'ils peuvent travailler pour ramener un peu plus de puissance. Après, à voir, encore une fois. D'ailleurs, ce qu'ils disent aussi, ce serait que Red Bull serait pas si loin du moteur Mercedes, enfin le moteur Ford de la Red Bull, du coup, serait pas si loin du moteur Mercedes. C'est une possibilité qu'en fait, on apprend que le moteur Red Bull, c'est plus rapide. Donc bon, ça, on verra. Mais voilà pour Ferrari. Et pour Aston, truc qui m'a quand même un peu choqué, c'est que de ce que j'ai compris, Aston ne ramène aucune upgrade sur la voiture avant Zandvoort. Pour vous donner une idée, Zandvoort, c'est fin août. C'est le Grand Prix de la reprise après la trêve estivale. C'est quand même pas rien, quoi. Enfin, je me dis, attends autant de temps avant de ramener des upgrades. Alors, je peux comprendre, il va d'abord essayer de comprendre comment la voiture fonctionne et voir ils peuvent trouver du coup des améliorations, parce qu'aujourd'hui le problème d'Aston Martin surtout, c'est qu'ils se retrouvent dans une situation où le moteur ça va pas, et tant que le moteur sera pas apte entre guillemets à aller mieux, ils savent pas vraiment en termes de leur base ce qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce que genre le châssis, l'aéro, etc. ça fonctionne? Ça on verra. Donc peut-être qu'à Monaco on verra un peu différent, sachant que Monaco c'est pas forcément un circuit moteur, là où Canada l'était beaucoup plus. Le Canada, vous regardez le circuit, c'est des lignes droites, des lignes droites, des lignes droites, des lignes droites. T'as quelques virages lents, aussi qui sont pour la plupart du temps des chicanes, mais à part ça, non, c'est un circuit moteur. Donc bon, Aston, on verra. J'espère quand même qu'ils vont réussir à régler leurs problèmes avant Zandvoort, parce que punaise, ça veut dire vraiment que pour Aston, de toute façon, on s'en doutait, cette année, on l'a jeté à la poubelle, et on essaie de revenir plus fort l'année prochaine. Enfin, j'espère pour eux qu'ils vont réussir, parce que c'est vrai que bon, on va dire que la globalité du Grand Prix et du week-end a été pas trop mal pour Aston, à part des problèmes en qualif pour Stroll, en qualif course, et s'il me trompe pas en qualif sprint aussi. Donc voilà, c'est un gros micmac. Et voilà, comme je vous le disais encore une fois, c'est beaucoup de break. De toute façon, je n'arrête pas de le dire, et c'est Fred, je crois, Fred Vasseur, qui en parlait en début de saison, que le championnat du monde se gagnera principalement avec le développement. C'est une course au développement. Si tu réussis au développement de tes upgrades, etc., et de ta voiture, tout va bien se passer. Si tu réussis pas, t'es mort dans le film. Bon, alors, commençons du coup par la sprint. Pour la sprint, déjà, pardon, en essai libre, pas grand chose de spécial, encore une fois. Il y a eu beaucoup quand même de drapeaux rouges. Albon qui s'est craché notamment en essayant d'éviter une marmotte. Comment il s'appelle? Ocon qui a cassé son aileron avant durant les essais libres. Du côté de Lawson qui a aussi des gros problèmes à un moment. Donc, pas des
des essais libres les plus plats, les plus, comment dire, les plus calmes, tout simplement. Mais du coup, pour la qualif au global, on se retrouve avec une qualif où pas vraiment de surprise, je dirais. Enfin, ce qui était drôle, c'est qu'on a première ligne Mercedes, première ligne McLaren, première ligne Ferrari, première ligne Red Bull. Voilà. Pour le reste, pas grand chose forcément à dire. Enfin, Lawson du coup et Albon ont pas pris par la qualif parce que Lawson a eu des problèmes tout simplement pendant les essais libres et qu'ils n'ont pas réussi à régler pour les qualifs. Et de son côté Albon, en fait, la voiture était beaucoup trop endommagée pour être réparée pour les qualifs. Donc, il prend pas part aux qualifs. Pour le reste, rien de spécial. Il y a quand même un drapeau rouge à la fin de la SQ1, ce qui a fait Gasly par exemple est 19ème. Enfin, voilà. Plein de choses qui sont passées pendant les qualifs qui fait qu'on a eu cette grille-là. Au départ, rien de particulier au global. On a un départ qui se passe plutôt bien. Bon départ des Mercedes. Ils ont ramené un nouvel embrayage. Enfin, une nouvelle pelle d'embrayage du coup pour gérer mieux les départs parce qu'on le sait, Mercedes, ce début de saison, les départs, c'est leur gros défaut. On se souvient à Miami par exemple que Kimi avait pris un très mauvais départ et que en fait Bono avait dit mais en fait t'as rien fait de mal, c'est juste la voiture qui a pas su suivre et que en fait c'est pas la procédure qu'a fait Kimi pour redémarrer qui a fait que il a eu il a été autant pénalisé au départ, c'est juste la voiture qui pouvait pas suivre et c'est pour ça par exemple qu'ils ont ramené ce nouvel embrayage pour les aider et au final ça commence la course, George est premier, Kimi deuxième au départ, premier virage c'est pareil. Petite bataille derrière où on a par exemple un Hamilton qui arrive à dépasser un Piastri et à se retrouver à P4 juste derrière Norris. Donc plutôt positif, sachant que le week-end du coup particulier pour Ferrari parce qu'il n'a ramené aucune amélioration. Lewis est très bien tiré, Charles c'était un week-end beaucoup plus compliqué. Mais Lewis par exemple c'est un truc qui me surprend quand même, c'est que dans son approche il dit oui je suis pas allé au simulateur du coup pour préparer le Canada parce qu'en fait cette saison, par exemple en Chine, avant la Chine j'ai pas fait de simulateur et ça a été mon meilleur Grand Prix de l'année. Donc là j'y vais pas. Est-ce que ça portera ses fruits? On verra du coup après cette sprint et après le Grand Prix. Mais du coup une approche assez surprenante. On verra du coup si ça porte ses fruits. Premier tour assez calme, ça suit beaucoup, on voit un gros paquet notamment à l'arrière avec plusieurs voitures, ça c'est parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont partis du coup des stands. Je vous parlais de Lawson par exemple qui va pris part au qualif, du coup qui part des stands, on a les deux Audi, on a Stroll qui a eu des problèmes avant la qualif donc qui partait des stands, Bierman et c'est Perez je crois que cette couleur de casque. Donc beaucoup de monde qui passe des stands et qui est un petit peu en retrait du coup sur le reste. On revoit le replay du départ. Très bon départ du coup des Mercedes. On voit chez McLaren que Piastri et Norris étaient côte à côte. Il y a Lewis qui arrive juste derrière, très bien. Et en fait, Piastri, vous le voyez, qui est tout à droite du coup, se fait un peu pousser, si je puis dire, par Norris. Ce qui du coup va, comment dire, ça va pas l'aider à prendre le virage 1. Et ce virage 1, on va en reparler un paquet de fois, je vous le dis. La meilleure façon, Lewis qui s'en sort bien du coup, qui fait un dépassement sur l'extérieur et qui arrive à se retrouver devant. On commence à avoir du coup des petits problèmes qui arrivent du côté de Isaac, qui va devoir par la suite. C'était drôle parce que Isaac du coup fait la course, il dit qu'il a des problèmes de moteur. Il fait la sprint, tour 9 DNF, donc on se dit bon bah c'est fini pour lui la course, tour 10 il repart. Donc peut-être juste un petit problème qu'ils ont été vite vérifiés sur le moteur ou sur la voiture et hop bah en fait c'est bon. Et en fait la sprint au global a plus servi d'une grosse séance d'essai libre en plus qu'autre chose. Pour beaucoup d'écuries en fait, notamment chez As du coup, parce que je parlais de As au niveau des upgrades, pour la sprint et la qualif sprint, et du coup les essais libres aussi, Ocon n'avait pas les upgrades, Bierman les avait, et en fait, pour reprendre du coup le départ de la course, hop, je vais vous reprendre ça, Ocon était 14ème, Bierman 15ème, et même en course, vous voyez, par la suite, Ocon là il est 12ème, Bierman il est 18ème, donc très compliqué, Bierman par cette descente comme je l'ai dit, mais quand même très compliqué en termes de rythme et l'impression que As a ramené des upgrades et n'arrive pas à les utiliser, en tout cas sur ses sprints. On verra encore en Grand Prix ce qui se passera, mais des upgrades qui sont pas pour l'instant convaincantes du coup de côté de As durant ces sprints. Et là, Los Problemos. Tour 5 du coup sur 23, on commence à avoir la bataille qui arrive chez Mercedes. Voilà, j'ai juste changé un peu ma caméra pour que vous voyez mieux parce que sinon vous verrez rien.
Tour 5, du coup, on commence à avoir les petites batailles qui arrivent et qui vont en fait dicter tout le week-end du côté de chez Mercedes. On a du coup Antonelli qui est juste derrière Russell depuis tout le Grand Prix, qui vient effectuer un dépassement pour reprendre le dessus sur George. Dépassement du coup qui va pas réussir. Là on est dans la ligne droite du dernier secteur, avant la chicane du coup avec le mur des champions et la ligne droite du coup du départ. Là du coup ce fameux T1, on va revenir un peu sur cet accident parce que personnellement j'ai vu beaucoup de choses se dire sur les réseaux et il y a beaucoup de choses pour lesquelles je ne partage pas forcément l'avis de la plupart des gens. Kimi du coup au T1, Kimi ici au T1 se retrouve dans une situation où George est à l'intérieur au premier virage, mais en fait vu que c'est une chicane, celui qui est entre guillemets à l'intérieur au premier virage dans ce cas-là sera à l'extérieur au deuxième, et celui qui est à l'extérieur au premier sera à l'intérieur au deuxième. Ce qui se passe c'est que George prend le T1, Kimi sur son côté, et en fait George va venir reprendre l'apex, donc la corde au T2, et Kimi va se retrouver dans une situation où il va être poussé, il va devoir rouler dans l'herbe et couper le virage. Couper le virage c'est un peu compliqué parce que là c'est de l'herbe et tout, là c'est quand même un gros vibreur, donc en fait il rebondit limite sur la piste. On voit un léger blocage chez George parce qu'en fait il est obligé de s'arrêter net parce que Kimi en fait il faut qu'il reprenne la piste et il n'arrive pas. George qui repasse devant du coup, et là sur le replay, sur l'onboard du coup, beaucoup ont critiqué parce que là on voit Kimi qui est à côté de George et en fait à l'apex, Kimi on va dire est entre guillemets devant. Mais ça se joue tellement à rien, et surtout en fait il est devant parce que Kimi arrive avec tellement de vitesse que forcément il est devant. Il arrive ultra rapidement, mais il faut bien qu'il freine un moment. Donc, arrivé à ce moment-là, George vient le pousser un peu pour l'obliger à soit couper le virage, soit en fait à freiner. Perso, j'aurais pensé qu'il aurait peut-être freiné Kimi et suivi George. Au final, il cut. Après, est-ce qu'il a forcément le choix? Ça, on en reparle juste après. Est-ce qu'il a forcément le choix? Je sais pas. Mais perso, j'ai vu beaucoup de gens dire George aurait mérité une pénalité. Non. C'est du roue contre roue, c'est une bataille en interne, voilà. La FIA n'aime pas noter l'incident, la FIA ne note jamais les incidents entre coéquipiers. Ils ont... Enfin... Même pour Mercedes ne s'est pas plaint à la radio en mode « Ah, George a fait ça », non. C'est hard de faire, voilà, c'est George qui fait un move, un peu dur, oui, mais c'est un move de roublard, tu vois, il sort les épaules en mode « Non, tu passes pas, je laisserai pas passer ». J'ai vu beaucoup dire, ouais, si ça a été Verstappen qui faisait ça, j'en ai vu comparer ça avec Verstappen, c'était quoi 2024 au Mexique où en fait il faisait ça. Sauf que la différence avec Verstappen, c'est que là, George, il ferme fort la porte et il veut reprendre l'Apex, parce qu'en soi, c'est la trace de la course. Et en mode Kimi, tu passes pas, je défends. Max, au Mexique en 2024, retournez voir ça, c'est il prend aucun virage, c'est vraiment, il pousse tout le monde. C'est, vous voyez Chickix dans Cars, pareil. Donc, quand même un deux poids deux mesures qui existe. Mais pour moi, non, ça m'arrive pas de pénalité. Je sais que Kimi était quand même très vocal là-dessus, on en reparlera juste après. Mais au final, ça n'aurait pas eu besoin. Et puis, vous voyez, Mercedes a pas pris le micro pour dire Ah, George, fais gaffe ton move ou quoi. Non. Et c'est un truc que j'aime beaucoup avec Mercedes, et on en reparlera aussi pendant la course, c'est qu'il laisse les pilotes se battre en piste. Et merci. Merci, les gars. Un peu plus loin, du coup, on a encore un incident qui va se passer. Là, on est à la fin du secteur 2, avant la chicane, j'ai oublié son nom, mais pour ceux, je vais parler pour les fans de Ferrari, la fameuse chicane en 2019 où Vettel la cut et il retourne sur la piste et s'il prend une pénalité qui lui coûtera la victoire. En fait, on voit le replay, on voit juste un Kimi qui cut le virage du coup, et on sait pas ce qui se passe forcément avec George qui est derrière. Et c'est là qu'on voit ça. En gros, sur le replay, on voit Kimi qui cut le virage. Juste avant, on les voit côte à côte. On voit un gros blocage de roue pour lui. Et juste George qui prend le virage tranquille. Là, c'était à ce moment-là, Kimi avait pris la radio et était extrêmement énervé de ce qui s'était passé juste avant. Et que, en fait, tu sens vraiment que c'est juste un coup de chaud. Il s'est vraiment laissé dicter par ses émotions. Et j'avais même peur parce que je me suis dit, punaise, il a fait. Ses pneus sont carrés là, en fait. Il les a complètement détruits. Il s'était plein en mode oui, c'est un peu plus loin, je crois, il fait une radio, That was very naughty, voilà. Genre, je fais rien sur l'action, ils sont côte à côte, Kimi slope, voilà, tu prends le virage. Si t'es trop énervé, je pense, il a pas forcément fait gaffe, il était plus concentré sur George que sur ce qu'il faisait, et puis voilà. C'est dommage, c'est une erreur bête, ce sera pas la seule qui fera ce week-end, mais voilà. George, il est pourri dans cette situation, et surtout, cette situation va le compromettre parce que George reste premier.
Mais vous voyez qu'il est derrière? Il y a une petite McLaren orange qui est juste derrière parce qu'en fait, du coup, Kimi retourne sur la piste, mais Norris est juste à côté. Il est derrière, il le dépasse, et à l'épingle, Norris est devant. Kimi, du coup, qui, oui, comme je l'ai dit, se plaint du move de George. Bon, encore une fois, pas grand chose à dire. Là, on vient du coup sur ce moment-là, donc là, c'est au niveau de l'Apex. En fait, il se met juste derrière George. George ne bouge pas forcément de trajectoire, enfin, il est devant Kimi à ce moment-là, mais il se décale. Donc, est-ce qu'il y a eu un truc de aérodynamisme, vu qu'ils ont les ailerons ouverts et que c'est une phase de freinage, que du coup, l'aérodynamisme a été perturbé d'un coup, et que du coup, ça a gêné Kimi, sauf que il y a eu du bottoming, je pense, à cet endroit-là, parce qu'en fait, sur l'action, à cet endroit-là, du coup, Kimi, on voit qu'il y a un petit coup de la voiture qui a rebondi, en fait, il perd le contrôle. Et c'est ce qui... Bah voilà, ce que je vous disais, il suivait. Juste après, du coup, il y a ce truc de bottoming. Et après, il bloque les roues. C'est juste, il y a un creux à cet endroit-là, je pense que ça l'a gêné, plus qu'autre chose. Donc, genre, j'y ai pour rien là. Il s'est juste décalé, voilà. C'est prends l'intérieur, prends l'extérieur. Puis voilà. C'est dommage pour Kimi, mais c'est plus énervant de son côté, je trouve. Je parlais tout à l'heure que j'avais peur que ses pneus étaient morts. Bah regardez, Mercedes a tellement eu peur qu'ils carrément ils avaient préparé des pneus au cas où. Je pense pas qu'il aurait fait arrêter parce que là s'ils arrêtaient Kimi, il marquait aucun point. Kimi du coup reste troisième à ce moment-là. Kimi qui encore une fois est très très vocal par rapport à ça et son ingénieur etc commence à lui dire bon Kimi, ça serait peut-être bien que tu te calmes un petit peu. Enfin oui, voilà, t'es pas content de ce qui se passait. Bon ok, c'est tout, c'est comme ça, laisse tomber, concentre-toi sur la course, il reste encore. On est au 7ème tour, il reste pratiquement 14 tours, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, bah, il y a un Lewis, un Piastri, un Charles qui lui colle, et avec un Verstappen qui est pas loin derrière. Le Verstappen au global, ça sprint, il s'est pratiquement rien passé. On reparlera aussi un peu de Red Bull après. Course continue, et en fait, du 7ème au 17ème tour, là, vous voyez le gap, il n'y a pas grand-chose qui se passe, en fait. Hamilton arrive pas à ce moment-là à revenir sur Kimi. Il y a une bataille entre guillemets entre les trois où Norris a le DRS sur George, mais Antonelli a le DRS sur Norris. Donc ça fait un petit train. Je me demande d'ailleurs si George n'avait pas fait exprès de laisser l'aspiration à Kimi pour que du coup. Enfin, laisser l'aspiration à Norris pour que Kimi l'ait et qu'il puisse suivre. Là, il y avait juste Russell qui se plaignait parce que juste avant dans la ligne droite, il y avait Bottas. C'était Bottas, non? Je sais plus. Qui était en fait en plein milieu de la piste. Et du coup, en fait, il le venait, il était en mode, mais enfin, qu'est-ce qu'il fait au milieu de la route? Donc voilà, puis là, tour 22, ça, juste avant l'épingle, on voit un Kimi qui est en proche de Norris, il est justement à 6ème, vous me direz, Norris c'est à 7ème à ce moment-là. Mais dans la ligne droite, du coup, c'est d'ailleurs intéressant dans la ligne droite, c'est qu'on avait beaucoup de courbes et de trajectoires différentes, notamment de Kimi qui rentrait très fort dans le virage, mais qui du coup avait beaucoup moins de puissance et de traction à la sortie, là où Georges était beaucoup plus calme à l'entrée, mais en sortie, du coup il apprenait très bien et il mettait un petit gap avec Kimi. Kimi, du coup, qui se retrouve en situation avec Norris, où bah en fait il le colle. Fin de secteur 3 du coup jusqu'ici, il y aura la chicane, qui amène du coup dans cette ligne de départ. On arrive au T1, et même situation que tout à l'heure, Kimi sur l'extérieur, Norris à l'intérieur, sauf que Kimi du coup dépasse Norris, mais il cut le virage. Et c'est même... Enfin, c'est différent tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous parlais que Kimi arrivait extrêmement fort, extrêmement vite dans ce virage. Et que du coup, il y a eu ce truc avec Georges où oui, il était il était, comment dire, devant à la corde, si on peut dire ça comme ça, parce qu'en fait, ça se joue tellement à rien. Mais il peut quand même freiner et cut le virage. Là, c'est juste, en fait, si on regarde bien sur le replay, Kimi freine pas. Kimi freine pratiquement pas. Et en fait, dans cette situation-là, il y a encore les roues droites, limite. Et là, il peut pas prendre le virage. En fait, il est trop sur l'extérieur. Là, faut aller reprendre l'intérieur, sauf qu'il arrive avec un trop gros différentiel de vitesse. Et c'est ce qui se passe en fait, et il n'a pas le choix que de cut le virage. Là on le voit un peu plus, c'est que il arrive avec une telle vitesse dans le virage que bah comment veux-tu qu'il le prenne? Comment veux-tu qu'il le prenne? C'est impossible. Et d'ailleurs du coup bah vu qu'il cut, il était juste là devant Norris, là il cut et en fait bah il a ralenti parce qu'il sait qu'il faut qu'il laisse passer Norris parce que là c'est en gros il quitte la piste et il gagne un avantage sur Norris parce que entre guillemets il prend pas le virage comme il faut. Donc il est obligé de laisser passer et ça lui coûtera la deuxième place. Vu qu'on est dans le dernier tour en plus. En même temps, en parallèle, on voit une bataille qui existe entre Piastri et Lewis qui, pendant toute la course, en fait,
enfin la course au sprint, Piastri s'est passé Lewis, mais il n'y arrive pas. Et dans le dernier tour, en fait, Lewis n'avait plus de train arrière, c'était abominable, il n'y a vraiment plus de gomme. Piastri passe, et comme vous voyez, du coup, dans la chicane, il se fait un peu tasser, Lewis, et du coup, il ressort mal, on va dire, de la chicane. Avec un Charles, du coup, qui était derrière, bah, Charles, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il passe, et puis voilà. Fin de la course au sprint, Russell qui gagne la course, avec Norris deuxième et Anthony troisième. Russell qui prend 2 points de plus que Kimi, puisque la première place donne 8 points, là où la troisième donne 6 points. Et après, pour le reste du classement, vous voyez, bah, la bataille s'est prolongée jusqu'au bout, au point où, bah, en fait, Leclerc, limite, on continue encore un peu et il dépassait Piastri. Donc, tour 24, oui, on aurait eu, si la course sprint faisait 24 tours, un Leclerc 4ème avec un Piastri 5ème et un Lewis 6ème. Verstappen qui finit 7ème mais qui remporte 2 points, et Lindblad qui prend le point de la 8ème place. Au final, comme vous avez dit, c'est pas la course sprint qui était la plus intéressante parce que, encore une fois, ça servait beaucoup de grosses séances d'essais libres, notamment chez Red Bull, qui ont du coup tenté des trucs avec Adjar, comme vous avez dit, en leur rentrant au garage, en le renvoyant en piste. Pareil pour Max, en fait, qui était un peu dans un no man's land, à part au début, comme je vous ai montré, où il y a le gap qui s'était resserré entre Antonelli, Leclerc, Piastri, Hamilton, et Verstappen qui était pas loin. Au final, le Verstappen, on l'a pratiquement pas vu de la course, et je pense qu'il a pratiquement vu personne de la course, parce qu'il était vraiment tout seul. Et on en reparlera après, mais en fait, Red Bull a beaucoup utilisé ce week-end pour comprendre la voiture. Et c'est Isaac qui en parlait, en fait, ce week-end, ils ont vraiment compris. Ok, notre voiture, bah, elle fonctionne, mais par rapport à ça, par rapport à cette caractéristique, Isaac en parlait même que, en fait, ils savent que Monaco, ils ont un truc à jouer, mais Barcelone, ils vont beaucoup plus subir. Curieux de savoir, du coup, ce qu'ils vont faire pour remédier à ça. Sachant que Red Bull, je crois, encore un tout petit peu de points en trop, mais ils peuvent encore en gagner. Donc, c'est un peu mon point négatif avec les courses sprint au global, c'est que je trouve les courses sprint servent pas à grand chose, surtout en fait sur ce début de saison. Enfin, rendez-vous compte, on est au 5ème Grand Prix, on a eu Australie, Chine, Japon, Miami, Canada. Chine, Miami, Canada, c'est des courses sprint, enfin c'est des week-end sprint, donc avec une seule séance d'essai libre. Donc sur une nouvelle saison, avec un nouveau règlement moteur, un nouveau règlement aérodynamique, sur les 5 premières courses, t'en as 3 où t'as qu'une seule séance d'essai libre. C'est abominable, je pense, pour les écuries, parce que du coup, ils se retrouvent dans une situation où bah, ils peuvent pas vraiment voir la voiture et pouvoir la régler correctement, surtout dans des cas comme ça où il y a des nouvelles upgrades. C'était le cas à Miami, c'était le cas au Canada. Là, Monaco qui arrive, bon, c'est un week-end tellement particulier que ça apportera pas forcément son élément, enfin son lot d'éléments de compréhension. Barcelone, par contre, comme je vous le dis toujours, Barcelone c'est le circuit test typique, parfait. Donc là, c'est un week-end normal, il n'y a pas de course sprint. Là, je peux vous dire, les écuries vont être très très contentes. Mais voilà, au global, on note aussi un Colapinto qui est 9ème, Gasly qui reste 20ème, course quand même compliquée pour lui. Début du week-end quand même compliqué pour Gasly, il en parlera qu'il a beaucoup de mal et que. Enfin, il y a eu ce truc en qualification avec ce drapeau rouge qui a fait que il est resté en SQ1, mais il se dit quand même après la course, j'ai du rythme, je pense qu'on peut quand même aller jouer un top 10, donc ça peut être cool. Je regarde un petit peu mes notes, qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à tout ça. 11ème place de Perez notamment, meilleur résultat du Cadillac sur ce début de saison, donc quand même positif parce que du coup il se battait avec Ocon, et c'est drôle parce que Laurent Dupin du coup qui faisait une interview va voir Ocon et il dit ouais il dit on vous a vu du coup avec Perez, et il fait du coup Perez je suppose qu'il faisait tampon, en fait il était pas assez rapide mais que du coup bah il faisait un peu blocage, il ne savait pas le dépasser. T'as Ocon il regarde, il fait non, c'est Perez était plus rapide que nous, c'est le seul problème. Donc, encore une fois, As, c'est compliqué. Il parlait du coup beaucoup de dégradation à l'arrière et compliqué sur les vibreurs. La voiture avait beaucoup de mal à prendre les vibreurs. Encore une fois, il est sur les anciennes pièces, pas sur les nouvelles upgrades. Charles qui parlait aussi qu'il a eu beaucoup de problèmes de frein à régler. Sa journée du vendredi, du coup, en essai libre et en qualif sprint, c'est très compliqué par rapport à tout ça. Beaucoup de choses à comprendre en fait. Gassi, comme je vous ai dit, Isaac était complètement en PLS après la course. Il était en mode bah voilà, course de merde encore une fois, et j'ai l'impression que des fois Isaac se laisse vraiment abattre par ce qui se passe en course. Enfin, je pense que quelqu'un qui est beaucoup dicté par ses émotions, mais pas comme Kimi, ou Kimi peuvent lui faire altérer sa façon de faire la course. Isaac, c'est plus après le coup, il se dit punaise, enfin, il se laisse beaucoup abattre par ses émotions par un moment. Et ça fait vraiment un peu mal au cœur, limite, de le voir comme ça. Max,
il parlait notamment enfin comment dire, de la voiture qui a encore beaucoup de mal, notamment beaucoup de snaps à l'arrière où elle était pas forcément très stable. Encore des problèmes aussi de boîte de vitesse. Franchement, ça fait 5 ans qu'il y a un problème. Tu parlais de downshift, des problèmes où c'est le différentiel qui s'activait. Enfin, gros bazar. Donc encore beaucoup aussi de travail chez Red Bull. Il y aura des petites modifications et on verra avant le Grand Prix que ça passera beaucoup mieux. Et pour Lewis, au final, qui dit que la course a été très fun de son côté, qu'il n'avait pas le pace des 3 devant, mais qu'en tout cas, il a pris beaucoup de plaisir, beaucoup de fun et qu'il est très content. Et le dernier point, du coup, que je vais aborder, c'est que du coup, Russell, Norris et Antonelli, ils finissent 1, 2 et 3. Du coup, interview après la course, à 3. Et la première course, du coup, c'est par rapport à cet incident au T1, au virage 6 dont je vous parlais tout à l'heure. Kimi démarre pas, il est en mode non, bah, comment il a dit ça? Il fait bah, je prends le T1, mais du coup, il me pousse dehors, donc j'ai du cut, et bah, j'ai pas fait d'autre choix. Vraiment en mode bah oui, enfin, le mec qui est là à côté de moi, Georges, bah voilà, il me laisse pas prendre mon virage, il fait n'importe quoi. Alors qu'au final, bon, comme je vous ai dit, c'est plus. Est-ce qu'on peut considérer comme un E3? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un incident de course? Pas vraiment, je trouve. C'est une petite bataille, voilà, c'est dur, mais ça joue. Voilà. Donc c'était un peu drôle parce que t'as vraiment Norris au milieu des deux, en mode bah il y a les deux à côté de moi qui s'engueulent et moi je suis au milieu en mode bon, je compte les points. Un peu drôle. Mais du coup voilà au global pour la sprint, comme je vous ai dit, enfin beaucoup d'écuries qui ont servi de ça pour faire vraiment une grosse séance d'essai en plus. Et on verra si ça porte ses fruits du coup pour la course. J'oublie juste avant quand même d'aborder la course, Kimi qui est encore en train de péter un câble à la radio et Toto lui a dit Kimi, ça fait 4 fois que tu plains tout ça, on réglera ça en interne, arrête de parler de ça à la radio. Quand même une petite poignée de main entre les deux, je pense que. Il y a Kimi lancé des regards à Georges, c'était un peu drôle. Au global, du coup, Georges prend 8 points là où Kimi en prend 6. Et au classement, Kimi a donc 18 points d'avance, là où il est arrivé avant ce week-end avec 20 points d'avance sur Georges. Donc 2 points de gagnés par Georges, c'est peut-être peu, mais ça fait qu'il n'y a plus que 18 points. Donc il suffit par hasard d'un DNF de Kimi et d'une P2 pour Georges pour revenir à égalité, ou d'un DNF pour Kimi et d'une victoire pour Georges pour reprendre la tête. Est-ce que ça se passera comme ça en course? Pas sûr. Et voilà, pas forcément de gros changements au classement. Et maintenant, passons au gros du morceau à la course. Qualif, encore une fois, pas forcément grosse chose à noter. Isaac qui a fait la P1 en FP2, enfin en Q2 pardon, et Q1, Q2 il était très content de ce qu'il a fait, il finit 7ème en Q3, et il était deck parce qu'il dit punaise, j'avais fait des vraiment bons tours en Q1 et en Q2, et en Q3 je me foire, et c'est vraiment le tour, fallait pas que je me foire ou je me foire, donc il était un petit peu deck par rapport à ça. Attendez, je regarde en même temps mes notes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ocon, du coup, ils lui ont mis les upgrades pour les qualifs. Et on remarque du coup qu'il est P17. Donc en fait, il y a eu 3 tours en qualif pour faire des tours. Mais en même temps, 3 tours pour comprendre des upgrades. Et il a dit direct, il fait la voiture, elle est totalement différente dans le feeling. Et j'ai pas réussi à avoir le temps en fait de vraiment m'acclimater et vraiment performer direct. Et au final, on voit qu'on a un Bierman qui est 16ème. Ça veut pas forcément dire que les upgrades fonctionnent des masses du côté de As. Donc bon, on verra en course. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Gasly qui se retrouve P14 mais qui explique en fait qu'il y a des dégâts sur la voiture parce qu'il a roulé sur une marmotte. Comme Albon du coup en FP1, on pense à ces petites marmottes qui sont tombées au combat pendant ce week-end. C'est toujours un peu chiant je trouve. Au Canada, même sur d'autres circuits, qu'on se trouve comme ça dans des situations avec des animaux qui malheureusement perdent la vie en se faisant faucher par les voitures. C'est un peu dommage, parce que je me dis, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui pourraient être mises en place, je sais pas, mais bon, ça fait des années que c'est comme ça, je pense pas que ça changera malheureusement, et c'est un peu triste. Et après, voilà, pas forcément d'autres choses à dire, juste Charles qui parlait à quel point il était déçu et que le week-end au global il est compliqué, de toute façon. Charles, c'est pas forcément un Grand Prix qui va réussir Canada, dans mes souvenirs au global, donc week-end compliqué, encore une fois, il disait il avait des problèmes sur la voiture, qu'il réussissait un peu à gérer au fur et à mesure. Et au final, il se retrouve avec une P8, qui est déjà pas trop mal parce que voilà, il reste dans le top 8, donc avec les 4 grosses écuries. Il reste quand même derrière les Red Bull, là où la Ferrari semble avoir plus de rythme que la Red Bull. On verra ça en course. Mais voilà, et après, d'autres points à dire. Truc drôle,
Qu'est-ce que j'avais vu? Non, je crois que c'était en course que Hülkenberg, genre, il a jamais enfin, à chaque fois, il fait P11 en course ou en qualif. Oui, je vérifie. Hop et bah, du coup, passons au Grand Prix. Grand Prix, déjà le départ, on a eu un petit prank, c'est que le Grand Prix commence du coup, tour de formation. Alors, à savoir, c'est qu'on commence le Grand Prix, on sait qu'il y a un risque de pluie. Juste avant, il y a eu les 500 miles d'Indianapolis, donc un peu plus au sud du coup, aux États-Unis, dans l'état de l'Indiana qui est du coup quand même plus au sud que le Canada, que Montréal du coup. Hem Risque de pluie, on voit des gouttes notamment sur la caméra, et Paris, c'est que plusieurs écuries, dont McLaren, décident de chausser les intermédiaires. Là où le trois quarts des autres pilotes sont en slick, par exemple, vous voyez à la première ligne, les Mercedes, elles sont en slick. Les McLaren juste derrière sont en inter. Donc, à voir si c'est un pari qui réussit. Tour de formation, on se replace, les 5 lumières qui s'allument, elles restent comme ça pendant 10 secondes. Vous voyez même Kimi qui dépasse son truc parce qu'il fait un faux départ, parce qu'en fait, on se dit, mais. Enfin. Le départ est pas lancé. Et en fait, non, nouveau tour de formation. Problème à ce moment-là pour Lindblad, du coup, qui, je crois, c'est problème de boîte de vitesse qui s'engage pas, donc en fait, il doit directement abandonner la course. Donc il prend même pas part au Grand Prix, c'est pas DNS. On refait un tour, on va en grille, sauf qu'en fait, ça a mis tellement de temps, du coup, avec Lindblad, qu'ils ont dû retirer sa voiture, en fait, ils ont dû la pousser jusqu'à la ligne des stands, donc la faire reculer. Et du coup, il y a déjà des voitures qui étaient arrivées, mais du coup, pour laisser la procédure en route, ça a ralenti tout le monde. Et en fait, Georges et Kimi avaient des pneus froids à ce moment-là. Donc, nouveau tour de mise en grille. Et là, on est vraiment au départ. Bon départ de Kimi et surtout des McLaren, où en fait, on se retrouve dans une situation où on a un Norris qui double direct Georges, Piastri qui est pas loin derrière. Georges, vous verrez, qui. Comment dire? Qui a eu des petits problèmes au départ de patinage surtout, avec l'embrayage. Bon, je vous dis, pour ceux qui ont la vidéo, vous voyez en bas à droite, vous voyez un screen, c'est parce que je faisais les screens du coup sur YouTube. C'est le truc un petit peu chiant, c'est que des fois les screens ils restent comme ça en aperçu. Donc bon, ça arrive peut-être 2-3 fois, mais soyez pas surpris du coup. Je disais, patinage pour Georges, donc départ plus compliqué. Kimi prend un bon départ, donc ça va. Oscar et Norris aussi prennent un bon départ. On voit un Lewis qui est plutôt bien, là où derrière on a les deux Red Bull avec Colapinto qui est juste derrière, qui est très proche. Et Charles, je vois plus cette photo. Charles qui est du coup entre les deux Red Bull à ce moment-là. On voit Norris qui reste en tête, Kimi qui est juste derrière, Georges qui essaie de faire l'extérieur sur Kimi, et Oscar essaie de faire l'extérieur du coup sur Georges, Kimi et Lewis juste derrière. Final, à la fin du tour 1, on fait rentrer Kimi direct, enfin on fait rentrer Piastri direct, parce qu'on se rend compte que les inters, en fait le temps, si la course a vraiment débuté quand même à 22h avec le premier départ, ça aurait pu durer sur 3-4 tours, là en fait on se rend compte que c'est trop tard et qu'il n'y aura pas assez de pluie, donc les intermédiaires vont pas fonctionner. Piastri du coup entre au stand, comme vous le voyez. Norris reste en tête, il y a un plutôt bon rythme, et on se retrouve du coup avec un Piastri qui ressort tout dernier. Ça continue, du coup on voit au replay, comme je vous dis, vous voyez les deux Mercedes, donc Kimi à droite, Georges au milieu, Norris à gauche. Juste derrière Piastri avec Lewis, et derrière on a vraiment les deux Red Bull une côte à côte, et Pierre juste enfin non, Colapinto pardon, juste à côté de Leclerc qui sont juste derrière. On voit un joueur qui est obligé de freiner parce qu'il sait qu'à 3 ça passera pas au virage. Et ce qui fait que du coup après Norris reste dans la tête, etc. Norris, alors j'ai pas le screen, normalement j'ai pris. Ah voilà, il est juste là, du coup on voit que fin du tour 2, Norris rentre au stand, et on se retrouve du coup avec Antonelli et Russell qui sont en tête, suivi de très près du coup par Hamilton, Verstappen et Leclerc. Et les hostilités, elles sont au tour 6. je crois tous les tours j'aurai des choses à dire par rapport à ces deux fous. D'ailleurs, je vous le dis, 3/4 du débrief de la course sera sur les Mercedes parce que en fait la réalisation n'a montré pratiquement que les Mercedes, donc on verra qu'il y a beaucoup de choses à dire. Kimi, qui là, du coup, tour 6, fait un gros blocage, il a de droite, s'envoie dans le mur avec Georges, qui du coup, il est obligé de cut le virage, et en fait, on voit que Kimi, juste avant, et du coup, derrière, il prend l'inspiration à Georges, il se porte à sa hauteur et choisit de prendre l'intérieur, sauf que, en fait, Georges fait prendre le virage, et Kimi veut se remettre derrière, je sais pas pourquoi, et il bloque les roues. Donc je sais pas si c'est encore un truc aérodynamique. Derrière, on a une belle bataille entre Verstappen et Hamilton. Hamilton qui a un super bon rythme dans tout ce Grand Prix, et le Verstappen qui m'a fait rire parce que je crois du coup c'est en course que
Il a laissé l'équipe choisir les réglages parce qu'en fait, l'équipe est en mode non, mais en fait, ce setup-là sur prochain il fonctionnera. Et Max est en mode ok, pas de souci. Et après, il est en mode bah en fait, des fois, il faut que l'écurie comprenne. Enfin, je laisse l'écurie faire, comme ça, ils voient que ce qu'ils veulent faire, c'est nul. Et comme ça, j'ai raison. Et au final, sa course, bah en fait, en termes de rythme, c'était très bien. Donc, bah, on en reparlera après. Bataille du coup entre les deux qui se lancent. Lewis qui se plaint beaucoup du bloc moteur, il dit qu'il a pas de puissance. Donc il demande du coup à son ingé peut-être de débloquer ou de dire quel mode moteur je dois mettre en place, parce que vous savez sur leur volant, ils ont plein de potards, je crois qu'on appelle ça comme ça, où ils peuvent tourner et changer les modes moteurs, ce qui fait que tel mode va activer plus de régénération d'énergie, celui-là va donner plus d'énergie du coup à déployer, plein de choses, donc c'est là que Lewis demande un peu plus de puissance, toujours du coup les deux Mercedes qui se suivent avec Russell qui est premier et Anthony qui le suit. Les McLaren qui font le remontée, Norris qui du coup est sorti plus haut que Piastri, vous le voyez juste là, ce qui m'a surpris quand même parce que je me dis Piastri a fait un tour en moins sur les inters. Après Piastri le week-end est très compliqué vraiment au global. Les essais libres il était bon et après qualif, sprint, qualif et course, on verra encore après qu'il fera une grosse erreur. C'était très compliqué pour lui. Et là, on le voit par exemple, là c'est Norris qui du coup fait sa petite remontée, où là il double Bierman et il va doubler Gasly juste après. Antonelli, d'un seul coup, qu'on apprend qu'il a doublé Russell, on sait pas pourquoi. Et en fait, on verra, je crois, peut-être après sur le replay. Non, c'était pas là, bah du coup, j'ai pas le replay, ils l'ont pas remontré. Que en fait, Georges a fait un petit blocage à la chicane, l'épingle, du coup, secteur 2, début secteur 3. Enfin non, dès là c'est les début secteur 3, ouais. Donc là, vous savez, la grosse épingle qu'il y a, qui bah du coup c'est celle qui est juste là. Blocage de route de Georges du coup qui prend très large et Kimi prend bien l'intérieur et lui passe devant. Ça suit avec un Russell qui repasse du coup devant Kimi. Ça retente du coup la bataille au T1. Ça va, il n'y a pas de touchette. Georges reste devant. Là, Georges prend très large, là où Kimi prend vraiment serré et prend bien l'apex. Sauf que à la réaccélération, en fait, ils sont côte à côte, ce qui est un peu surprenant parce qu'on se dit Georges qui prend le virage beaucoup plus large que Kimi devrait être en tête, c'est pas le cas. Ça se suit encore une fois sur toute la ligne droite du secteur 3, ça prend la chicane à 2, ça va, enfin pas en deux de front, mais l'un derrière l'autre. Kimi qui revient pour faire une offensive, mais qui passe pas. Dans la ligne, ça c'est la ligne du fin secteur 3. Du coup, tour 21, tour 22, on arrive du coup dans cette ligne de départ. Et là, les deux sont côte à côte. Russell reste devant, toujours. Kimi, encore une fois, là on a l'épingle avant le secteur 3. Là, ils sont côte à côte. Là, c'était Bottas qui était à droite de la piste. Et en fait, Bottas va faire tampon sur Georges. Et Kimi, vous voyez, là, on le voit juste après l'épingle, il n'est pas dans cette position-là. Mais Georges se retrouvera à droite de la piste. Et Kimi est derrière et se met des dépôts sur la gauche. Et en fait, on avait Bottas à ce moment-là qui va bloquer Georges et permettre à Kimi de le dépasser. Alors, je vous avoue, ces plans-là, je me dis, mais attends, comment ça, McLaren qui est devant les Mercedes, enfin, qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait, non, à ce moment-là, là, c'est Norris, du coup, dans la voiture. Les Mercedes reprennent déjà un tour sur Norris. Norris, à ce moment-là, est 12ème. Enfin, il y a eu des énormes gaps pendant ce Grand Prix, c'était n'importe quoi. Là, du coup, blocage de roue de la part de Kimi. Ils sont bloqués les roues, je sais pas combien de fois dans cette parabolique. Enfin, épingle. Ouais, épingle, pardon. Du coup, en fait, c'était une fois Kimi qui bloquait, genre je passais, une fois genre je bloquais les roues, Kimi passait, enfin, ils ont fait que ça. Ça faisait vraiment yo-yo. Donc, George repasse devant, ils sont côte à côte, ça se touche au niveau de la chicane. Je reviens en arrière pour voir un peu la position. Kimi à ce moment-là est derrière, là il a un peu de vent parce que je crois que George a amorcé son freinage un tout petit peu avant parce qu'il est à l'intérieur. Contact, Kimi doit cut le virage, mais du coup il repasse devant Georges. Mais il laissera la place à Georges, comme là on verra à la radio où bah, Kimi se plaint du fait qu'il s'est fait pousser, etc. Et qui comprend pas parce qu'il dit bah je me suis fait pousser, j'étais devant, pourquoi je lui laisser la place? Chez Mercedes, je pense qu'on était en mode Kimi, tais-toi, genre on est tour 25 sur 68, encore plein de possibilités de le doubler, juste on va éviter une pénalité parce que la FIA sont très pointilleux là-dessus. Donc on va éviter toute pénalité dans ce genre-là parce que autant le contact n'aurait pas été revu, le fait qu'il cut le virage juste ici et qu'il ait un avantage, la FIA n'aime pas trop ça.
Ça continue de se suivre et ça continue de se battre pendant encore 5 tours jusqu'à... Enfin, ça se bat. Georges reste toujours devant, Kimi n'arrive pas à aller à l'offensive assez. Après, le Canada n'est pas forcément un circuit qui est très pratique pour doubler. Et là, on a ce plan où, du coup, on voit un Georges qui cut. Donc, on se dit, ah bah, c'est comme Kimi hier, peut-être qu'il s'est foiré, il a bloqué les roues. Kimi va repasser devant. Mais vu le rythme qu'ils ont, Georges va repasser. Et en fait, bah, Georges s'arrête. DNF pour George Russell à ce moment-là, donc tour 30, on a pratiquement la moitié du Grand Prix. Très gros coup dur, parce que 0 points du coup en course pour George, là où si Kimi va au bout du Grand Prix, il prend 25 points. Donc un sacré gap qui commence à se construire entre les deux. Et on voit d'ailleurs George, là qui balance son headset. Alors, je crois que j'ai le tweet qui est pas loin. Il faut que j'essaie de vous retrouver le tweet parce qu'il s'est excusé par rapport à ça. Beaucoup l'ont critiqué par rapport à ce mouvement. Dans sa position, un petit craquage comme ça où il est énervé et qui balance son headset. Donc du coup, c'est le truc qu'ils ont les pilotes pour maintenir leurs épaules dans la voiture et qui en gros, ça va venir entre guillemets fermer le cockpit pour les maintenir par le dessus, en plus des sangles qu'ils ont. Forcément gros coup dur pour George parce que il faisait une superbe course, un super week-end, il fait pole en sprint, il gagne la sprint, il fait pole en course. D'ailleurs, ce truc très drôle, c'est que P1, P2, du coup, George et Kimi en qualif sprint et en course. Et à chaque fois, c'est le même écart. Genre, c'est 0.068, je crois, secondes. Que ce soit en sprint, enfin en qualif sprint ou en qualif course, donc c'était un peu drôle. Mais gros coup dur psychologique pour George, parce que là, il se dit, bah, si Kimi va au bout, il y avait 18 points avant la course, là, il y en aura 25 en plus, ça fait 43 points d'écart. C'est quand même beaucoup. J'en reparlerai à la fin, mais enfin, faut pas l'enterrer. Faut pas l'enterrer. Mais du coup, j'en parle un petit peu. Pour ce move, il va se prendre une pénalité de 50 000 $ ou 5 000 $, je sais plus. Non, 5 000 €, pardon. Parce qu'en gros, ils ont pas le droit de jeter des trucs comme ça, forcément. En plus, il y a des voitures qui passent à côté, donc ça va être des débris sur la piste, alors que des voitures passent à toute berzingue à côté. Donc, pas le meilleur move dans ce cas-là. Après, je suis content parce qu'il y en a qui disaient oui, mais avec une pénalité. Non, c'est une petite amende, voilà, c'est un petit coup nerf, quoi. C'est de l'émotion plus qu'autre chose qui fait qu'il était en colère, et puis voilà. Et je comprends le move, je peux comprendre qu'on veut le pénaliser parce que forcément on n'a pas envie de voir des trucs comme ça qui sont jetés sur la piste. Après bon, j'en voyais déjà qui est en mode oui, il faut qu'ils se prennent 5 places de pénalité. Les gars, on va se calmer un petit peu s'il vous plaît. Du coup, à ce moment-là, VSC, le truc surprenant, c'est qu'on a quand même une voiture qui arrête en plein milieu de la piste. Bon, il y a à côté, il y a une échappatoire, donc il est pas très loin des marshals pour qu'il retire la voiture, mais pas de safety car. Bizarre un peu. Je des arrêts au stand, du coup, on se retrouve avec un Kimi qui repasse au stand, qui passe, du coup, il était sur des softs, il passera sur des mediums. Alors, je réfléchissais à ça, je pensais au soft, je peux regarder le nombre de tours, il fait quand même 31 tours sur des softs. À un moment donné, enfin, les hard, ils servent à quoi? C'est quoi ce bazar? Il boxe, il mettra des mediums, pareil, derrière, on a Verstappen et Hamilton qui boxent, en fait, tout le monde va suivre pour mettre des nouveaux pneus, certains s'étaient arrêtés juste avant. Donc ça, ils s'arrêteront pas de nouveau. Là, on voit le replay. En fait, on voit vraiment de la fumée sur l'arrière de la voiture de George, ce qui fait que la voiture s'arrête direct. On voit George qui se prend la tête. Et d'après ce qu'a dit Toto, c'est un problème de batterie. En fait, il n'y a plus d'électricité dans la voiture, ce qui a fait que du coup, ça a causé cet arrêt brutal de la voiture. C'est que, en plus, dans ces terres où on est 50 sous 50 en termes d'énergie, en termes d'électricité, de la puissance de la voiture, là, t'as plus d'énergie, t'as plus de moteur en fait. Donc, pour ça que ça s'écote direct, et ouais, Georges qui se prend les mains dans le casque, forcément il est dégoûté, il fait un week-end presque parfait on va dire, parce que week-end parfait ça aurait été qu'il prenne l'épaule, gagne les courses, mais genre avec 3 tours d'avance, j'exagère un peu mais vous voyez ce que je veux dire. Là bon, c'est gros coup dur psychologique, mais on en reparlera à la fin du débrief, il rebondira. Et du coup, fin de la VSC, petite bataille d'abord entre Charles et Isaac, qui sont plus de difficultés. Charles a plus de difficultés que Isaac, on va dire, sur cette course. Isaac était plutôt à l'aise, il fera on va dire, en termes de performance, une belle course, en termes de... Enfin, voilà. Il avait du rythme. Après, bon, je vais vous montrer juste après. Là, on a l'épingle, fin de secteur 2, on commence au secteur 3, à ligne droite, Charles qui revient sur Isaac. Sauf que Isaac, il lui dit non, tu passes pas. Et il
fait sur une phase de défense et du coup de freinage, un gros écart pour le pousser. Charles qui est obligé de freiner, là en plus Isaac, bah du coup il rebouge encore. Enfin en gros que bah ils ont failli avoir un gros accident. Donc pas terrible, là on voit encore une fois, bah Charles était limite dans l'herbe, et là s'il partait dans l'herbe avec les pneus comme ça pouvait vite un crash, donc c'est pour ça qu'il dit ça. Au final, Leclerc passera Jar un peu plus tard. Vous voyez encore une fois le T1, là il suivait, et juste après, tour suivant, Leclerc passera à Jar. Encore un abandon, cette fois de Lando Norris. Alors vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'abandons. Alonso qui s'était retiré, du coup, Albon. On en reparle juste après, de Albon, de ce qui s'est passé. Enfin, sur les screens, du coup, j'ai eu que le replay à la fin, donc c'est pour ça qu'on en reparle à la fin de ce qui s'est passé, notamment du coup avec Piastri, parce que vous voyez que Piastri, il a un petit bandeau rouge, un petit point d'exclamation rouge à côté, il s'est pris une pénalité de 10 secondes, on en reparle à la fin. Lindblad, du coup, dont on parlait au début du Grand Prix, Russell, qui son moteur, bah, du coup, la partie de la batterie a lâché. Et là, du coup, c'est Norris qui abandonne. Juste après, Perez qui abandonne. En fait, sa suspension a lâché. Donc, bah, forcément, il doit abandonner parce que la suspension, ça peut pas être changé en plein milieu d'une course. Norris, je vous avoue, j'ai pas encore les infos sur ce qui a pété. Au vu du son, c'est la boîte. Parce qu'en fait, il passe la vitesse et là, ça fait un bruit métallique, mais abominable. Et souvent, ce genre de bruit-là, c'est une boîte de vitesse qui a pété. Donc, sûrement le cas pour Norris. Week-end très compliqué pour McLaren en global. La sprint s'est plutôt bien passée. Là, pour Norris, enfin, au global, la course, entre le choix des intermédiaires au début qui fonctionne pas, Norris, sa boîte de vitesse qui pète, Piastri qui va se prendre je sais pas combien de pénalités, week-end à oublier, et surtout course à oublier pour les McLaren qui ont vraiment foiré, et c'est vraiment dommage parce que pendant la bataille du coup début de course entre Kimi et George, Norris en fait était du coup à un tour derrière, mais il était toujours très proche d'eux, donc limite, ça aurait été dans une course où il y avait peu ce problème au début, enfin ce chaud de pneus, et au final que Norris était vraiment derrière les deux Mercedes en troisième position, il aurait peut-être pu à un moment s'immiscer dans la bataille et genre profiter du fait que les deux se battent pour prendre la tête du Grand Prix. Ça aurait été le meilleur cas pour eux. Mais bon, au global, ouais, week-end très 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 compliqué pour McLaren. Du coup, bah là, Perez du coup qui abandonne. Pénalité de 10 secondes pour Isaac par rapport à ce qui s'est passé avec Charles. Pénalité dure, mais logique par rapport à. Comment dire, par rapport à ce qui s'est passé. C'est des moves qui auraient pu causer un gros crash. Après, encore une fois, la FIA juge la faute et non pas la finalité. Enfin, la FIA va juger l'action. S'ils trouvent que l'action est dangereuse, ils vont mettre une pénalité, mais c'est pas ce qui arrive après l'action qui compte pour eux. C'est ils jugent l'action et pas la finalité. C'est, par exemple, j'en ai parlé sur Twitter par rapport à ça, sur ce qui s'est passé entre George et Kimi au T1 en sprint. La FIA serait pas intervenue parce qu'en soi, il le tasse à l'extérieur, voilà, il ferme la porte entre guillemets, il le pousse. Il n'y a pas eu d'actions qui sont interdites, c'est de la défense dure, mais c'est de la défense. Kimi, il n'y a pas eu Enfin, il n'y a pas eu un gros contact entre les deux ou quoi, il n'y a pas eu de contact du tout. Donc la FIA aurait rien fait, l'action, il n'y a rien. Si Kimi avait même foiré après son coupage de virage et fini dans le mur, la FIA aurait rien fait parce que c'est la finalité de l'action. La finalité, c'est que Kimi se serait craché. L'action, c'est que Georges le tasse. S'il le tasse et qu'il n'y a pas de contact ou quoi que ce soit et que ça se fait entre guillemets sur la piste, il se passera rien. Donc c'est pour ça 10 secondes de pénalité pour Isaac. Et là, quand même, je vous avoue, de l'abandon de Georges jusqu'on va dire tour 49 juste ici, je m'ennuyais un petit peu sur le Grand Prix. Parce que du coup, on a eu un Grand Prix au départ très très intense avec cette bataille. Après, je pense aussi que je suis un peu biaisé parce que forcément, on supportait un Mercedes, voir un deux pilotes qui abandonnent, je suis pas le mec le plus heureux du monde à ce moment-là. Donc, il y avait ce ventre mou du tour 30 jusqu'au tour 49. Et là, du coup, Kimi qui est en tête et qui, voilà, a fait déjà mis un écart de 5 secondes à Max sur le même pneu, il va aller, je pense, vers la victoire si tout se passe bien. Et là, on a Hamilton, du coup, qui part en chasse de Verstappen. Hamilton qui avait un rythme de fou. Parce qu'à ce moment-là, vous voyez, il a 2 secondes 5 de retard sur Verstappen. Ce retard, il va vite le réduire. Là, du coup, il est en mode, bah, on peut le faire, allez, je pousse pour aller chercher la deuxième place, parce que là, pour l'instant, il est troisième, mais une deuxième place, c'est toujours mieux que être troisième, forcément. Là, Leclerc qui parle à son ingénieur en mode arrête de me parler jusqu'au dernier tour. Parce qu'en gros, là, ce qu'il lui dit comme info, c'est une info qu'il a donnée au tour précédent. Et en sprint, pareil, Hamilton à un moment a dû couper un virage et du coup avait perdu du temps sur une des voitures qui le suivait parce que
son ingénieur lui a parlé au moment de la zone de freinage. Et du coup, ça l'a déconcentré et ça a fait qu'il a pas pris le virage comme il faut. Encore une fois, les ingés Ferrari, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, quand ils prennent la radio, c'est vraiment tout sauf au bon moment. Donc bon, on fait avec. D'ailleurs, du coup, à ce moment-là, il y a une petite VSC qui est survenue pour des dégâts qui étaient sur la piste, la suspension qui pète de Perez, on a juste ramassé les dégâts. Et puis voilà. Verstappen qui commence à dire que c'est compliqué pour lui parce que les médiums, ils perdent en température. Donc il va forcément perdre en rythme. VSC du coup qui va déclencher. Piastri qui s'arrête au stand et qui sort sa pénalité. On a eu à la relance Charles qui nous fait un beau drift. Et en fait, je pense que ses pneus étaient froids pendant la VSC et au moment de remettre du gaz, il perd la voiture. Et vous voyez, Lewis est passé de 2 secondes 5 de retard sur Verstappen à 0,6 secondes. On va partir sur une belle bataille qui va durer 12 tours entre les deux. Des petits rappels, on va dire, de 2021, ça fait toujours plaisir. Surtout entre les deux, où c'est quand même deux des meilleurs pilotes. Enfin, Max, je pense aujourd'hui, ça reste pour moi le meilleur pilote du monde. Enfin, quand on voit encore ce qu'il fait au NERB, enfin, j'en ai pas parlé du NERB encore, c'est que Max qui m'a impressionné, du coup, je fais une petite parenthèse, c'est à quel point ce mec est polyvalent et à quel point il s'adapte vite et qu'il trouve de la performance. C'est le gars, il débarque en WEC, en NLS, au 24 heures du NERB. Il fait l'endurance pour la première fois de sa vie en vrai, parce qu'il l'a déjà fait du coup sur des jeux vidéo genre iRacing, etc. Et il débarque dans une voiture qu'il connaît pratiquement pas en vrai, enfin il a quand même fait des tests privés, entre les tests privés et une course de 24 heures, c'est quand même différent. Il débarque et il s'adapte tellement facilement, et il avait un rythme, c'était impressionnant. Donc c'est pour ça, là j'en parle de Max, parce que ce mec m'impressionne tellement, et le voir comme ça dans une bataille avec Lewis, la bataille était propre. Je sais que beaucoup se sont plaints un peu de la bataille du coup entre Kimi et Russell parce que c'était très brut, ça se rentrait dedans, ça faisait des erreurs. Ça disait oui par exemple la bataille qui avait fait lieu entre Charles et Lewis en Chine pour la P2, enfin la P3 du coup à la fin. Ouais, c'était beaucoup plus beau, les gars, entre jouer une P3 pour un podium et une P1 où tu joues tes points au constructeur parce que tu sais que c'est entre vous deux que ça se joue au championnat. C'est comme en 2021, il y avait des belles batailles entre Verstappen et Lewis, il y avait des moments, punaise, ça se rentrait dedans, ça foutait des coups de roue. C'est normal. Chacun faut défendre sa position par rapport à l'enjeu qui arrive. Tu veux pas être méchant, mais entre une P3 et une P1 qui peut t'aider à gagner un titre de champion du monde, il y a quand même un gros écart entre les deux. Donc voilà, belle bataille qui durera pendant un moment. On voit encore sur le T1 que ça suit fort. Lewis qui c'est quand même des offensives sur Verstappen. Lewis qui encore une fois réclame de la puissance. Là, tour 62, c'est pas loin. Et c'est à ce moment-là que Lewis fait un super dépassement sur l'extérieur à Max. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui ont dit oui, Lewis fait un dépassement sur l'extérieur à Max, comme quoi ça peut fonctionner, dépasser sur l'extérieur, en référence à Kimi et George. La différence, c'est que Lewis fait son dépassement, vous voyez, il est même pas encore au virage. Kimi, quand il est devant George, enfin il fait son dépassement limite là où il y a l'Alpine qui est juste devant. C'est deux situations complètement différentes. Bon, pour ceux qui ont la vidéo, il y aura peut-être un petit changement visuel. J'ai eu des petits problèmes là pour l'enregistrement, je vous avoue, mon logiciel a planté d'enregistrement, donc bon, ça va. La première partie de tout ce que j'ai fait avant, ce que j'ai entendu, ça a pas bugué, c'est juste, je sais pas, ça a arrêté d'un coup. Donc bon, on reprend. Alors, du coup, il bataille Lewis Max, comme vous avez dit, stop and go pour Isaac. Du coup, il y a une pénalité à faire, il ressent il met des softs en même temps. Ah non, c'est les softs qu'il avait déjà, pardon, je suis bête. Petite bataille encore entre Max et Lewis, voilà, jusqu'à la fin, et au final, Hamilton finit quand même P2, Verstappen P3, Kimi remporte le Grand Prix. Enfin, du coup, là on voit Kimi, il a envoyé du coup le P1, P2. Comme petite bataille à la fin entre Lawson et Gasly pour la 7ème place, avec un Colapinto qui finit quand même 6ème, meilleur résultat en carrière en Formule 1, donc des gros points pour Alpine ce week-end, surtout en plus avec un Gasly qui finit 8ème, sachant qu'il partait le plus loin, et au vu du début du week-end, avec la qualif sprint et le sprint au global, très positif pour Alpine, ça fait vraiment plaisir à voir. Je sais pas s'il y a encore des upgrades qui sont prévus pour eux, j'ai rien vu passer par rapport à ça, donc très très belle course de leur part, ça fait vraiment plaisir. Et puis après pour le reste de la course, bon ça je reviens dessus après, pas forcément d'autres choses à dire, les Audi un peu toujours dans ce range entre P11 et P14, souvent en course, qui est un peu dommage du coup parce que ça veut dire qu'ils sont vraiment pas très loin, marquer des points mais qu'ils n'y arrivent pas.
Bierman qui finit quand même 10ème, donc il marque un point pour As, là où Ocon finit 14ème. Je crois que c'est au restart que c'est un peu foiré avec la VSC après l'abandon de George du coup. Et week-end très compliqué pour As, ça marque un point. C'est limite inespéré pour eux sur ce week-end. Enfin, les upgrades fonctionnent pas. Pour l'instant, les upgrades ne fonctionnent pas. Ils ont laissé du coup l'ancienne pièce sur Ocon au début du week-end pour comparer du coup les performances et les données entre la voiture sans les upgrades et les laisser avec les nouvelles upgrades pour voir la différence. Ils ont jugé bon les mettre sur Ocon. Ça veut dire peut-être qu'au niveau des données, ça veut dire que les upgrades sont meilleurs que l'ancienne pièce. On l'a pas forcément vu durant ce week-end. Donc un peu surpris quand même de tout ça. Enfin je m'attendais quand même à mieux, parce que Ocon en parlait beaucoup de ce package à Miami. Et puis là, bah, ça porte pas ses fruits. Après, encore une fois, week-end très particulier. C'est un week-end sprint. Forcément, comme je vous l'ai dit, Barcelone, ce sera vraiment le moment où on verra qui est où en termes de hiérarchie. Donc voilà. Sinon, après, sur la course au global, 2 points marqués pour Sainz avec Williams, comme très cool. Enfin, pour Williams qui continue de progresser et de s'améliorer par rapport au début de saison qui était très compliqué. Aston, du coup, Stroll finit la course, là où Alonso a abandonné, et c'est pareil du côté de Cadillac, Bottas finit la course, mais Perez a abandonné. Toujours un no man's land pour eux, très compliqué. On a un Piastri du coup qui finit P11, et on parlera de sa pénalité du coup juste après parce que j'ai les images du replay. Du coup, il d'abandon d'Albon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce week-end très compliqué pour McLaren, et puis voilà, Hadjar qui finit quand même P5, et Verstappen P3, ça fait des beaux points pour Red Bull. Isaac, oui, il y a toujours des trucs avec Charles qui ont fait cette pénalité, qui au final ne lui coûteront qu'une seule place, parce qu'il fait quand même un très gros gap entre la P5 et la P6 de base. Donc en fait, sa pénalité changeait pas trop, enfin pas grand chose par rapport au résultat final pour lui. Donc quand même bon week-end pour Red Bull au global, on va dire. On verra du coup Monaco si par rapport à ce qu'a dit Isaac après la course, ça fonctionne vraiment bien. P2, P4 chez Ferrari, je pense que c'était un peu inespéré, surtout pour Leclerc. Lewis qui finit sur le podium, ça surprend pas forcément parce qu'il a quand même montré un beau rythme tout le long du week-end. Leclerc qui a quand même fini P4 avec tous ces problèmes qu'il a eu, c'était inespéré je pense, même lui le dira, j'en parlerai un petit peu du coup après. Et bah surtout, Kimi qui gagne, là sur la radio il disait que bah il est content de la victoire, mais forcément il est un peu déçu quand même de se dire qu'il a pas pu aller jusqu'au bout de la course en se battant avec George, parce qu'il a beaucoup aimé la bataille avec George, et George dira pareil, c'est que forcément il est dégoûté de pas avoir fini la course parce que bah il était en bonne posture pour la gagner, mais que par contre les 30 tours qu'il a fait en se battant avec Kimi c'était trop bien et qu'il attend qu'une chose, c'est de pouvoir remettre ça. Donc c'est cool, Hamilton très content, avec Fred qui l'a appelé Luigi, même Lewis comprenait pas, il dit mais pourquoi m'appeler comme ça, j'ai même pas fait gaffe, hein. Parce que je croyais qu'en gros du coup Lewis, l'équivalent italien c'est Luigi, donc peut-être pour ça c'est le surnom. Enfin c'est drôle, et surtout Lewis qui, du coup avec sa maman qui était là ce week-end, et elle était aussi là présente en Chine pour son premier podium avec Ferrari. Donc là, le nouveau Grand Prix où elle est au Canada, où elle est présente, il fait un podium, il a dit c'est mon porte-bonheur, je vais l'apprendre à tous les Grands Prix maintenant. Tu dis ça, on peut le comprendre, on peut le comprendre. Ça fait plaisir pour Lewis, même pour Max, premier podium de la saison. Alors du coup, voilà, ça que je voulais vous parler. Ça c'est un screen du coup, je crois que j'ai en double, malheureusement que je l'ai pas supprimé. Là du coup c'est ce qui s'est passé entre Piastri et Albon. En gros Piastri s'est doublé et remonté le plus vite possible. Donc là on a une as que je suppose c'est de Bierman avec Albon et Gasly qui est juste devant. Et en fait il veut doubler les deux, sauf que Albon, en fait il n'y a pas assez d'espace à la corde pour le doubler aussi, et il y a contact. Piastri défonce son aileron, et puis Albon, lui, bah, course finie, parce qu'en fait, il vient détruire le ponton, et après la voiture, elle fume complètement. Donc, course détruite pour Albon, course mauvaise, du coup, pour Piastri au global, comme je vous l'ai déjà dit, et c'était vraiment pas son week-end. Et j'ai l'impression que Piastri, en fait, c'est un peu le problème avec lui. C'est que il peut être capable de très bons week-ends, comme de très mauvais. T'as l'impression qu'en fait, les hauts sont très hauts, les bas sont très bas. C'est que quand il a des très bons week-ends, c'est des très très bons week-ends. Quand il a des mauvais week-ends, ouah, tu le sens. Ouah, tu le sens. Un peu pareil, je dirais, pour Georges, même si je trouve quand même Georges quand même plus régulier qu'un Piastri. Donc, ouais, tu week-end, encore une fois, très compliqué pour McLaren, et puis bah, voilà, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Podium, du coup, bah, quand même beau d'avoir Lewis et Max
autour de Kimi, Lewis qui est comme l'idole de Kimi, pareil pour Max qui est quelqu'un de très important je pense pour Kimi, on a déjà vu plusieurs fois l'année dernière notamment leur relation qu'ils ont ensemble. Kimi qui a d'ailleurs parlé qu'il aurait bien voulu aller faire du NERB avec Max, enfin les rouleaux de NERB avec Max, et Mercedes ont fait non, tu restes ici toi, tu bouges pas. Ça m'a fait, après bon, je peux comprendre, il est jeune, faut d'abord se concentrer sur le championnat du monde, et aussi pour ceux qui savent pas, Toto Wolff était pilote avant, il avait fait il avait roulé au NERB. Et Lauda lui avait dit, enfin Niki Lauda du coup, pilote qui était. Voilà. Niki Lauda, ancien champion du monde, du coup, 3 fois champion du monde en Formule 1, 74, 76 et 84, si je me trompe pas, qui était du coup pilote conseiller, entre guillemets, chez Mercedes. Et qui à l'époque du coup avait dit à Toto roule pas au NERB, enfin en gros que ça irait pas, et Toto était en mode si je vais rouler t'inquiète, et au final Toto fait un énorme crash où en fait il se souvient rien du crash parce qu'il a été directement dans le coma je crois, comme ça, enfin pas dans le coma mais inconscient, et il s'est réveillé à l'hôpital, il était en mode bah en fait je me souviens de rien. Donc je pense que c'est peut-être ça aussi qui peut jouer chez Mercedes dans le management, c'est se dire Toto a roulé au NERB, ça s'est mal passé, on n'a pas envie que ça se passe mal pour Kimi, et en plus, mec, la différence c'est que Max, c'est un quadruple champion du monde. Le mec, c'est le 3ème meilleur total de victoires en Formule 1, juste derrière Schumacher et Lewis. Max peut se permettre. Kimi, t'as encore un petit peu de temps à attendre, je pense. Donc voilà. Kimi qui empoche 25 points, du coup, au global, ce qui fait que il a 43 points d'avance sur George. Lewis qui est venu très proche de Charles. Pareil, derrière, on a toujours Lando et Oscar qui sont juste derrière Max. Gasly, Bierman toujours très haut grâce à son très bon début de saison. Et Lawson qui se débrouille quand même très bien avec cette 10ème place au championnat pilote. 43 points du coup d'écart. Enfin, d'abord, points sur le chemin constructeur. Mercedes prend le large. Ferrari, je pense qu'il y aura quand même une belle bataille avec McLaren pour la P2. À voir si Red Bull peut les joindre. Je pense comme si Racing Bull s'en sortent mieux, qu'il peut y avoir une bataille pour la P5 avec Alpine, même si j'ai l'impression qu'Alpine est un peu le dessus pour l'instant. Williams peut-être venir s'immiscer dans ce combat-là. Audi, toujours compliqué. En fait, ils ont la perf, mais ils ont pas la perf pour aller scorer des points. Et c'est ça le plus frustrant, c'est qu'ils sont toujours à la frontière, mais ils n'arrivent pas à aller au-dessus. Et ça rend plus frustrant. Cadillac 0 points, est-ce qu'on est étonné? Voilà. Et Aston Martin, est-ce qu'on est étonné? Voilà, rien de surprenant. Cadillac, en vrai, est-ce qu'ils marquent des points cette saison? À voir, parce que là, je reprends le classement final, attendez. Il était où? Il était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 DNF. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une course avec des conditions vraiment de pluie, parce que du coup, on n'a toujours pas vraiment roulé sous la pluie avec ces voitures-là. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une course avec ces conditions de pluie qui fait que ça foute un peu le bazar et qu'on se retrouve avec un miracle où on a une Cadillac qui marque des points. C'est possible, hein. C'est possible. Mais du coup, voilà, et je vais reprendre le classement pilote. Beaucoup sont en train d'enterrer Georges. Georges joue un petit peu un jeu psychologique. En mode, oui, en fait, moi, c'est bon, c'est fini pour moi, donc là, j'ai juste pour faire les courses, mais vraiment plus par pur plaisir, voilà, plus avec cet esprit de compétition, parce que je pense que c'est fini. C'est un jeu psychologique. C'est un jeu psychologique qui veut juste mettre la pression sur Kimi, parce qu'aujourd'hui, la pression est sur Georges, on peut le dire. Mais je pense aussi que ce week-end a été une grosse piqûre de rappel, et est-ce que Kimi a pris un peu le melon et a un ego qui a vraiment pris le dessus? Après, du coup, c'est 4 victoires d'affilée. Premier pilote de l'histoire à enchaîner 4 victoires d'affilée pour ses 4 premières victoires du coup en Formule 1. Phénoménal. Et du coup, en termes de victoires consécutives aujourd'hui sur la grille, Kimi a égalité du coup avec Fernando, qui en avait fait aussi 4 d'affilée à un moment de sa carrière. Lewis en a déjà fait 5 d'affilée, pas plus. Et Max, c'est 13 d'affilée, si je me trompe pas. Ce mec est impressionnant, c'est fou. Après, Kimi n'est pas encore parfait, il fait encore beaucoup d'erreurs, et encore une fois, comme j'ai déjà dit, c'est les premières victoires. Japon, il y a eu des problèmes avec George sur sa voiture. Enfin, non, Chine, il y a des problèmes sur la voiture de George. Japon, il y a la safety car qui fait que George est hors course pour la win. Miami, c'est surtout que McLaren se foire dans l'exécution de la course. Et puis là, ce week-end, il y a surtout le DNF de George qui fait que, donc... Pour l'instant, la chance est beaucoup de son côté, beaucoup moins du côté de George, qui, en fait, depuis le début de saison, à part l'Australie où c'était tranquille, à chaque Grand Prix, il a une merde. Donc un peu chiant pour lui. Mais perso, je ne doute pas que George est capable d'avoir un rebond psychologique. Là,
On arrive sur la période du coup de la tournée européenne, on va dire entre guillemets, où là on va enchaîner que des circuits européens, avec d'abord Monaco, puis ensuite, vous connaissez le principe, on enchaîne avec Barcelone, Autriche, Silverstone normalement, Spa Hongrie, Zandvoort, Monza, et on finit avec Bakou du coup en septembre. L'année dernière ça a été très compliqué la tournée européenne pour Kimi, là où Georges s'en tirait beaucoup plus, donc à voir est-ce que Kimi va encore avoir du mal. La prochaine course à Monaco, l'année dernière en qualif à Monaco, il finit dans le mur Kimi, donc à voir en termes de courses comme ça, enfin des courses en ville, si ça se passe bien pour lui, sachant qu'en début d'année, on a fait aussi une course en ville, et que bah on se retrouve avec Kimi qui a fini dans le mur en qualif, en essai libre. Miami, circuit urbain, est-ce qu'on peut lui dire ça aussi? Je sais pas tellement. Mais du coup, à voir comment se passe cette tournée européenne. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que Georges peut rebondir. Ce qu'il lui faut, c'est prochain Grand Prix, c'est Monaco, tu fous ta dictature. On sait que Monaco, tu dépasses pas. Donc, tu débarques, tu fais la pole, t'espères juste que tes aérosols se passeront bien, et après, tu déroules et tu vas chercher la victoire. Certes, Kimi finira sûrement P2, et qu'il y aura sûrement du coup 7 points de repris, mais 7 points sur 43, c'est toujours ça de prix, et surtout, n'oubliez pas que l'année dernière, après Montréal, on était déjà en mode oui, Norris, un peu mort dans le film. Après, il gagne en Autriche, il gagnera Silverstone. Il y a eu Zandvoort quand même, où il y a eu ce DNF qui lui a coûté 25 points, et on se disait, bah en fait c'est mort, Piastri sera champion. Rappelez-moi qui est champion à la fin de l'année? Norris. Donc, on sort une saison comme ça, et je me dis, il n'y a pas de raison que ça se passe pas comme ceci pour Georges, qu'il puisse avoir ce rebond et aller chercher. Et aussi, on voit beaucoup de malchance du côté de Georges. On n'est pas à l'abri que Kimi se prenne un DNF aussi. Hein. On n'est pas à l'abri de ça. Donc, à voir sur les prochains Grands Prix. Moi, je n'enterre pas du tout, au contraire. On a fait 5 Grands Prix sur 22. Il en reste 17. Vous n'allez pas me dire sur 17 Grands Prix que genre ça va être pareil, qu'il va avoir que des problèmes. Non. Si c'est ça, bon... on aura un peu des doutes sur du sabotage chez Mercedes. Mais non, moi personnellement, j'ai aucun doute sur George Russell. C'est un mec qui peut revenir, c'est un excellent pilote. Je me tuerais toujours à le dire que c'est un des meilleurs pilotes de la grille. Beaucoup sont en mode non, George, j'ai rien de spécial. Regardez comment il est en piste. Je trouve vraiment qu'il est impressionnant sa façon d'être. Après, je pense que je suis aussi un petit peu biaisé forcément, vu que je suis porté à Mercedes. Mais non, moi j'ai vraiment aucun doute sur lui. À voir du coup ce qu'il y en est de Ferrari, parce que vous voyez que là, genre, entre Lewis 4ème et George 2ème, il y a que 16 points d'écart. Bon, le DNF a joué beaucoup sur ce coup-là, mais on verra si jamais, bah en fait, peut-être que Ferrari, s'ils ont encore des upgrades et qu'il y a la DO qui se passe, qu'ils upgradent le moteur, etc., peut-être qu'ils pourront bien s'investir dans le fight. Si là, il y a Ferrari qui s'investit dans le fight pour les victoires, etc., pour remonter, ça va être plus dur pour George. Après, vous me direz, l'année dernière, Max était immiscé dans la bataille entre Piastri et Norris pour le titre. Donc bon, à voir. Mais c'est pour ça, moi, j'ai aucun doute sur lui, sur sa faculté à rebondir. Je regarde juste un petit peu mes notes pour savoir ce que j'ai à vous dire. Georges, voilà, qui disait qu'il était triste de ce DNF après la course, il se fait de sa perf, ça fait quand même pratiquement 2 ans sans DNF pour lui. Très content de se battre avec Kimi. Toto qui du coup a dit que c'était un problème de batterie et qui s'excuse au nom de l'équipe. Parce que bah forcément c'est l'équipe qui fournit la voiture à Georges, si la voiture tombe en panne, c'est entre guillemets à cause de l'équipe. Pas le raisonnement le plus simple à avoir, enfin je trouve que c'est un peu simpliste parce que une panne peut toujours arriver, si c'est un défaut ou c'est une pièce en fait qui lâche et que ça n'a rien à voir avec la manœuvre humaine. Je peux comprendre les excuses, mais bon, je suis pas forcément très fan. Et puis Toto, à chaque fois, il s'excuse. J'ai l'impression que Toto, à chaque fois que je vois parler, c'est ah, je me suis excusé auprès d'un pilote. Donc bon, enfin avec. Pierre, lui, qui disait qu'il était content d'avoir des points sur un week-end compliqué. Colapinto, comme je vous disais, c'est son meilleur résultat en Formule 1 à ce jour. Pas surpris du coup que Colapinto finisse par rejoindre Gasly dans son top 10 au classement pilote. Isaac, pénalité, mais d'accord avec ses pénalités, il comprend, il était pas dedans, il avait zéro feeling. Et du coup, comme je vous ai dit, ils ont des réponses sur la perf de ce week-end. Normalement, ils vont se battre à Monaco, mais Barcelone sera plus compliqué. Charles, comme je vous ai dit, P4 inespéré, week-end très difficile, notamment sous les pneus. Donc très content comme de cette P4 parce que je pense qu'il s'attendait jamais à finir aussi haut. Lewis, ultra content de ce week-end, forcément. Enfin, P2 avec Ferrari, pouvait pas rêver mieux. Enfin, magnifique week-end de sa part, vraiment très content de le voir, d'avoir duré comme ça fait toujours plaisir.
Et puis Lando, pendant la course, il a dû s'arrêter un moment pour un problème. On sait pas pourquoi, lui-même savait pas, donc il a pas dit du coup parce qu'il était pas au courant. Course compliquée pour lui. On lui a parlé du coup du choix des inters au début de la course. Il a dit c'était un choix de l'équipe, mais c'est un choix aussi pour lequel j'ai poussé. Mais c'est pas un choix kata parce que pour lui ça avait du sens à ce moment-là, mais ça a pas fonctionné comme ils espéraient que ça fonctionne. Je me dis, quand même au départ, il prend un très bon départ, donc est-ce que ça a aidé pour son départ? Vraiment possible. Pas surpris si c'est le cas. Et parce qu'il fait quand même un très très bon départ, faut passer à la fois devant Georges et devant Kimi. Ça reste quand même un très très bon départ de sa part. À voir si ça l'a aidé. Donc voilà au global ce que j'ai à vous dire sur tout ce Grand Prix. Je vois quand même que on va encore être sur un gros épisode, un long épisode. Beaucoup de choses à décrypter en piste forcément, comme vous avez dit, je voulais faire un épisode de base comme ce que j'ai fait la dernière fois à Miami, où c'était beaucoup plus concis en revenant sur certains points du week-end, mais là en fait tout s'est tellement concentré sur Mercedes que vous voyez même trouver des choses à dire sur les autres écuries. Bah en soi j'ai eu des petites choses à dire sur Mercedes, sur McLaren et Red Bull, mais vite fait un truc qui s'est passé pendant la course, tout était tellement concentré sur Mercedes et on sent que c'est une course qui peut être un tournant au championnat, que en fait bah, en piste on voyait que les Mercedes. Beaucoup s'en sont plaints. Personnellement ça me gêne pas dans le sens où t'avais quand même une énorme bataille pour la première place, pour une bataille pour le titre de champion du monde. Donc bon, c'est pas le scandale du siècle. Mais je peux comprendre que beaucoup se sont plaints et que même moi du coup, bah, pour vous parler pour vous débriefer du coup cette course, bah c'est compliqué. Donc bon, on fait avec. Mais voilà, tout ce que j'ai à vous dire sur Montréal. Prochain Grand Prix du coup, c'est pas ce week-end, c'est la semaine prochaine. On se retrouve à Monaco, du coup. Bon, Grand Prix, on sait très bien que ce sera une sieste, comme d'hab. Je vais faire du coup pour le débrief aussi, si j'ai beaucoup de choses à vous dire, parce que c'est Monaco. Je sais pas s'il y aura tant de choses que ça à dire, on verra. Au moins la qualif. Les qualifs à Monaco, qu'est-ce que j'aime ça, c'est tellement bien. Et j'ai hâte du coup de voir Monaco, comment ça se passe avec ces voitures, parce que du coup il n'y aura pas de problème en termes de régénération d'énergie au global. Donc, ouais, comment dire, très curieux de voir comment ça va se passer. Je vois quand même mes notes, 2-3 petites infos que je voulais vous parler. Ça parle aussi des moteurs que pour l'année prochaine on va passer à du 60% thermique, 40% électrique. Merco et Red Bull sont pour, mais pour l'instant les autres sont pas pour parce qu'il y a l'ADUO et qu'en fait ils se disent on va se retrouver avec l'ADUO qui va nous permettre d'améliorer notre moteur cette année, mais si on doit en faire un tout nouveau pour l'année prochaine, l'ADUO ne sera plus forcément utile. Donc par exemple Ferrari sont en mode non, pour l'instant on veut pas. Parce que l'ADUO fait que bah là on peut s'améliorer sur notre moteur qui existe, et du coup si on l'améliore et que ça fonctionne, on veut garder le même moteur pour l'année prochaine. Je peux comprendre ce débat, mais bon, on verra si on a plus d'infos par la suite. Forcément l'ADUO, on aura les réponses cette semaine, on en reparlera au prochain débrief, mais ça va jouer un rôle majeur pour la suite d'évolution de la réglementation. Nouveau système d'éclairage aussi qui a été testé en essai libre 1 pour la couleur à l'arrière, c'était bleu si le MGUK il est plus son déploiement max, violet si le MGUK il est coupé, et la lumière était jaune si c'est du super clipping, donc accélération à fond mais ça recharge quand même. Voilà, testé en EL1. Est-ce que ça va rester? Aucune idée. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah, je voulais juste parler de ça. Pour finir, on parlera de ça. Et après, je finirai l'épisode. Je pense que vous avez suivi tout ce qui s'est passé avec Ocon, quand même. Je trouve ça vraiment aberrant que... En fait, il y a Tout est parti d'un tweet qui a relayé une info d'une journaliste qui est brésilienne, je crois, ou espagnole, je ne saurais plus vous dire. Et en fait, elle parlait d'un truc qui s'était passé chez As, et les gens ont mal compris. On dit oui, chez As, Komatsu, du coup, le team principal, veut virer Ocon, et une grosse engueulade entre les deux à Miami, ça tombe. Enfin, de ce qui se dit, c'est que Ocon va être viré en cours de saison, ce sera soit Tsunoda, soit Dwan qui va le remplacer. Et moi, j'ai vu les infos, j'y croyais pas, je me dis, mais ça me paraît tellement soudain, et Komatsu n'a pas parlé négativement à la presse de Ocon. Juste en début de saison, il disait qu'il était un peu déçu de la saison qu'il a fait l'année dernière. Mais là, depuis, il n'a plus rien dit. Et Ocon, enfin jeudi du coup, quand ils sont arrivés à Montréal, il a dit c'est faux. Il fait déjà dans l'article, il s'appelle Komatsu Ryo. Il fait le prénom de Komatsu, c'est Ayao. C'est en mode, bah oui, ils sont complètement bêtes. Donc, puis même il dit, il n'y a eu aucune embrouille. Enfin, moi en tout cas, on m'a rien dit que ma place était menacée. J'ai pas eu de bagarre entre nous à
comment ça s'appelle, à Miami, et Ayao Komatsu, il a pété un câble. Lui de son côté en conférence de presse en disant que c'était n'importe quoi, qu'il en avait marre parce qu'en fait c'est juste des journalistes qui veulent faire du clickbait, qui veulent juste faire du click, inventer des rumeurs qui sont fausses juste pour foutre le bazar et le boxon dans le paddock, pousser leur narratif pour pousser des pilotes qu'ils apprécient plus que d'autres en plus. C'est les journalistes espagnols et hispaniques, ils aiment pas trop Ocon parce que bon, quand il était coéquipier avec Perez ou avec Alonso, ça s'est pas forcément très bien passé, donc ils ont une dent contre lui. Donc pas surpris que des médias espagnols ils sortent des infos comme ça sur Ocon. Et puis voilà, c'est triste. Et j'étais quand même content de voir Komatsu qui prenait la défense de Ocon parce que je me dis, vu comment ça s'est fini chez Alpine et qu'en gros il traitait Ocon comme de la merde, ça fait quand même du bien de le voir comme avec un team principal qui prend sa défense et qui dit en mode non, bah Ocon pour l'instant on le garde. Enfin, comment dire, il a dit il n'y a pas de plan qui est prévu pour remplacer en cours de saison. Ça veut pas dire qu'ils n'étudient pas des options au cas où pour remplacer à la fin de la saison, forcément, mais que bah voilà, ils se retrouvent dans une situation comme ça où en fait ces rumeurs sont fausses, ce qui est faux, que c'était que des conneries, et puis voilà. Donc ça fait quand même plaisir d'avoir comme cet esprit qui existe, où t'as un team principal qui défend son pilote, comme j'ai dit chez Alpine, c'était pas forcément le cas. Donc bon, j'espère quand même que Ocon va réussir à rebondir sur le prochain Grand Prix. Là c'était un week-end un peu off, notamment avec les upgrades qui fonctionnent pas chez As. Donc bon, j'espère qu'il va rebondir et que dans les prochains Grands Prix, il arrivera à faire des perfs. Mais ça dépendra beaucoup aussi du matériel de base qu'il a et des stratégies de As qui sont pas forcément toujours les meilleures. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là en tout cas. Comme je vous ai dit, on se retrouve dans 2 semaines pour... Enfin du coup, pas ce week-end-là, le week-end d'après pour le Grand Prix de Monaco. Le lundi 8, du coup, c'est le lundi juste après le Grand Prix. Peut-être que l'épisode arrivera à sortir là, parce qu'en plus on arrive à la période des Grands Prix européens, des Grands Prix entre 14 et 16 heures, le départ. Ce sera beaucoup plus simple, parce que là, vous avoue, Grand Prix à 22 heures, ça a fini vers minuit. J'allais pas enregistrer ça après le Grand Prix, vous avoue, j'étais fatigué. Donc là, vous le tournez lundi. J'espère le sortir aujourd'hui, sinon je le sortirai demain mardi. Je verrai très bien, je le saurai de toute façon sur les réseaux, et pareil. Pour le débrief de Monaco, si j'y arrive, je tourne le jour même, et comme ça je vous le sors le lundi, sinon on sera pas pour le mardi, parce qu'en plus le lundi, j'ai une grosse journée, donc pas sûr que je puisse m'occuper du podcast ce jour-là. Donc voilà, au global, il y aura sûrement des lives qui vont arriver, de façon semaine pro, il y a le DLC 2026 qui sort sur F125, donc on le testera en live, et j'ai très hâte de voir ça, parce que ça va être un bazar monstre, et j'ai très peur surtout de comment ils ont fait les voitures dans le jeu, donc bon, on verra bien. Et à part ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Suivez-nous sur tous les réseaux comme d'habitude, Insta, TikTok, YouTube, partout, sur vos plateformes de podcast préférées, on est partout. Et puis sur les réseaux, je vous avoue, je suis très content. Là sur TikTok, on fait des très bonnes stats. Ça fait vraiment plaisir à voir qu'il y a autant d'engouement sur ce qu'on peut poster du coup sur les réseaux, donc ça fait plaisir. Puis là, ça va faire pratiquement 3 mois qu'on a commencé le podcast, ça se passe super bien, je suis très content. Et puis voilà, on continue. On a déjà fait 5 débriefs, on a encore 17 à faire. Bientôt aussi une vidéo sur le 24 heures du Mans, qui sortira je pense la semaine de Monaco, enfin après Monaco, parce que le 24 heures du Mans du coup, c'est le 13 et 14 la course, le 13 et 14 juin. Il y aura sûrement du live react, si je peux, faut que je fasse mon emploi du temps de ce week-end là, parce que c'est possible que je sois pas là le dimanche ou le samedi. En plus c'est le week-end de Barcelone, je vais me taper les 24 heures du Mans et Grand Prix de Barcelone en même temps. Ça va être sportif ce week-end, mais bon, il y aura sûrement une vidéo sur les réseaux sociaux pour parler des 24 heures du Mans, peut-être sur YouTube, je verrai si c'est une version longue, mais bon, on en reparlera à ce moment-là. Encore une fois, merci de m'avoir écouté, on se retrouve pour un prochain épisode, que ce soit la Formule 1, soit un autre sport auto, et puis voilà, et puis bah, du coup, moi j'ai plus qu'à vous dire, à la prochaine.